Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir en direct, évidemment à 19h30, 23h30 ou à revoir sur notre site lcp.fr. Retour sur cette colère, vous l'avez vu à la télévision, colère des agriculteurs de la FNSEA qui ont bloqué notamment la raffinerie de la Mette, c'est dans le sud de la France, mais aussi des dépôts de carburant pour protester contre l'importation massive d'huile de palme pour constituer ces fameux biocarburants ou biodiesel. On va revenir sur cette colère. Ils considèrent que c'est une concurrence déloyale au colza que eux cultivent ici en France et qui contribuent donc à fabriquer ce biocarburant. Derrière cette colère, il y a le débat de l'huile de palme, cette huile de palme qui déforeste l'Indonésie, la Malaisie. Il y a un débat extrêmement complexe et c'est vrai qu'on a le sentiment que la France est un peu embarrassée avec cette huile de palme. C'est Total, cette grande société qui a décidé d'importer ce produit. Est-ce que les agriculteurs sont victimes aussi, on va en parler ce soir, d'une forme de réelle politique, d'une diplomatie qui leur passe au-dessus de la tête, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, la France tente de vendre des Rafales à la Malaisie, et c'est vrai qu'elle aimerait bien vendre ses avions, peut-être en échange de cette huile de palme qui déforeste une partie de ces pays. On va faire le point ce soir, parce que au-delà de l'huile de palme, l'angoisse du monde agricole ce soir, c'est évidemment l'arrivée de produits qui viennent d'ailleurs. On a eu le débat sur le CETA, le Mercosur, la viande. Et aujourd'hui, dans l'hémicycle, on a parlé des cerises. Oui, c'est le moment des cerises qui sont souvent très bonnes en France, mais on a parlé des cerises turques qui viennent concurrencer le marché français d'une manière déloyale parce que elles ne respectent pas les mêmes normes environnementales. C'est tout un débat qui est posé ici en France. LCP.fr et le JDD qui est notre partenaire, et je salue évidemment tous les internautes qui sont des fidèles de l'émission. Éric Alauzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche du Doubs. Je précise, c'est important de le dire, même si on a effacé toutes les étiquettes. Vous étiez auparavant député Europe Écologie Les Verts, et donc très intéressé à ces sujets d'huile de palme, de biodiesel, et on va en parler avec vous Et toujours écologiste, bien sûr. Et toujours écologiste, bien sûr, mais vous avez perdu le titre politique. Merci en tout cas d'être là. Antoine Hertz, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, député Agir les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, l'OPESC, vous êtes aussi agriculteur. On vous écoutera parce que c'est un débat à la fois politique et finalement très technique. Merci d'être avec nous. Olivier Daugé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu dans l'émission Ça vous regarde. Spécialiste énergie renouvelable à la FNSEA, responsable environnement donc dans ce syndicat agricole, et puis président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne, c'est important. Et vous sortez d'ailleurs du bureau du ministre de l'Agriculture pour parler de cette question des huiles de palme. On en saura plus dans quelques instants. Vous avez une mine un peu triste. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas dit grand-chose dans le bureau du ministre. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Antoine Lanuzel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Oui Demain, dont on parle souvent ici sur ce plateau. On va voir la une. Alors c'est un numéro collector. Je vais peut-être la montrer. On va la voir dans quelques instants avec des photos collector de l'agence Magnum, si je ne m'abuse. Voilà, c'est un numéro un peu particulier. Voilà. Et écoutez, on va voir votre photographe. C'est ça, les grands photographes. Puis c'est surtout une revue qui ne parle pas que d'écologie, il faut le dire. Il y a beaucoup d'innovation pour peut-être penser... Écologie, technologie, un peu les deux, l'alpha, l'oméga du monde de demain. Voilà. Exactement, penser le monde de demain. Et c'est dans Oui Demain et c'est un trimestriel. D'abord, retour sur ce sujet parce que vous avez vu ces agriculteurs de la FNSEA brandir ces banderoles devant des dépôts de carburant, devant des raffineries, se plaindre contre la société Total de ces importations d'huile de palme. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette polémique et cette colère du monde agricole? Regardez ce sujet, cette enquête réalisée par François Goulin. Nicolas Hulot le disait lui-même il y a presque un an. C'en est fini de l'huile de palme dans les biocarburants. Nous allons fermer une fenêtre qui donnait la possibilité pour les biocarburants d'y incorporer de l'huile de palme. C'est bien beau d'engager nos industriels à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais c'est schizophrène dans le même temps de s'accommoder que des millions d'hectares de forêts et des terres agricoles soient simultanément détruits dans une forme d'indifférence. Une schizophrénie qui gagne le ministre lui-même, puisque le groupe Total a reçu le mois dernier le feu vert de l'État pour importer massivement de l'huile de palme. 500 000 tonnes que le groupe destine à sa raffinerie dans les Bouches-du-Rhône pour faire du biocarburant. Mais Nicolas Hulot se défend de ce pavé jeté dans la mare d'huile. Cette décision
est de la responsabilité du gouvernement précédent. Quand il y a eu un deal entre Total et l'État, qui a demandé à Total d'investir plusieurs centaines de millions pour changer sa raffinerie, si au dernier moment, au moment où ils vont rouvrir, on a sauvé 450 emplois, je leur dis non, maintenant c'est terminé parce que vous importez l'huile de palme, non. Mauvais timing. Le ministre de la Transition écologique est censé présenter sa stratégie contre la déforestation importée d'ici quelques jours. C'est-à-dire celle causée notamment par la culture du palmier à huile, responsable de la destruction de 40% des forêts mondiales et de la faune locale. Cette vidéo, publiée il y a quelques jours par une ONG, montre un orang-outan traqué par les bûcherons à Bornéo. Pour les ONG, justement, le double discours du gouvernement est criminel. La décision du gouvernement va avoir un impact direct sur ces écosystèmes-là. On sait que les orang-outans ont perdu 100 000 spécimens à Bornéo ces 15 dernières années. Voilà, il y a une contradiction qui est flagrante. La biodiversité, c'est pas qu'en France, c'est aussi dans les pays dans lesquels la France achète ses matières premières. La France ne fait pas qu'acheter de l'huile de palme à ces pays. Elle vend également des rafales. Un contrat est en négociation depuis des mois avec la Malaisie pour l'achat de 18 avions de chasse, à la clé près de 2 milliards d'euros. Et le pays fait jouer la concurrence avec une entreprise britannique. Alors la France sort le grand jeu diplomatique et envoie même sa ministre de la Défense pour jouer les VRP. La position de la France est claire. Nous ne voulons aucune discrimination contre l'huile de palme, que ce soit au niveau national ou européen. Mais le Parlement européen, justement, a voté en début d'année la suppression de l'huile de palme des moteurs d'ici 3 ans. Quelle logique alors de laisser l'usine Total de la Med tourner si ses emplois sont de nouveau menacés dans 3 ans? Même certains députés de la majorité se posent la question. Total doit venir à une table de négociation et il faudrait que le Premier ministre accompagne Nicolas Hulot. Revenons tous à la table de négociation, toutes les parties prenantes, les élus locaux, Total, d'autres acteurs. Comment on s'en sort? Nous ne pouvons pas garder cette trajectoire sur l'huile de palme. 13 députés de La République En Marche ont adressé il y a quelques jours une lettre au PDG de Total pour lui demander de renoncer à ses importations d'huile de palme. Le gouvernement, lui, a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas sur l'autorisation donnée à l'industriel. Alors c'est une affaire à plusieurs niveaux, hein. C'est une fusée complexe, on l'a vu dans le sujet de François Goulin. On va commencer, comme ça on va balayer ce sujet rapidement ou pas d'ailleurs sur la réelle politique française. Parce qu'avant de parler d'écologie, on voit que derrière ce sujet se cachent aussi des enjeux stratégiques, économiques pour la France qui cherche à vendre ces fameux Rafales contre les tornados anglais. Et que c'est vrai que j'allais dire tous les moyens sont bons, même celui d'accepter d'écouler l'huile de palme. Est-ce que ce cynisme, je dirais classique, quel que soit le parti politique auquel on appartient, vous choque, Éric Alauzet? C'est très fréquent, hein, ce genre d'observation. Oui, je m'interroge simplement pour revenir au sujet qui est celui d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas ce que vous évoquez, des négociations autres sur le Rafale, quelle aurait été la stratégie de Total ? Est-ce que Total s'est dit, je construis cette raffinerie avec des produits oléagineux parce qu'il y a une négociation sur Rafale? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont décidé de la construire parce que c'était moins cher d'acheter de l'huile de palme venue de l'autre bout du monde, la Malaisie, de l'Indonésie, plutôt que du... Vous déconnectez les deux sujets? Non, je ne le déconnecte pas. Je veux dire que on ne peut pas le résumer à cet élément que vous évoquez, qui peut peser, c'est difficile de le pondérer. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15% de la décision? Mais en tout cas, c'est sans doute pas 100% de la décision, parce qu'il y a d'autres impératifs. Total n'a pas raisonné par rapport au Rafale. Ils ont raisonné par rapport à leurs propres intérêts. Alors rappelons que la Med, c'est une raffinerie dans le sud de la France qui avait failli fermer, faut le repréciser. Total avait indiqué qu'elle fermerait. Et qu'en 2015, sous l'ère Ségolène Royal, si ma mémoire est bonne, eh bien, on a sauvé 230 emplois sur 450, à condition de modifier la technologie de cette raffinerie et pouvoir y intégrer ces biocarburants, notamment pouvoir intégrer cette huile de palme. Antoine Herz, est-ce que vous êtes choqué une forme de cynisme qui passe, parce que vous êtes aussi agriculteur, qui passe un peu au-dessus de la tête du monde agricole, qui cultive la terre, pris au piège, pris en tenaille par des enjeux qui les dépassent un petit peu? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait que le combat qui est mené par les organisations syndicales est juste, est fondamentalement juste. On l'a vu à travers la loi équilibre agricole et alimentaire. C'est qu'en réalité, je souscris au fait qu'il faut davantage occuper le marché de proximité français dans de l'alimentation de très haute qualité. Mais on ne peut pas non plus oublier qu'il y a une autre agriculture qui est confrontée
aux importations internationales, qui a des contraintes, souvent des distorsions de concurrence sur les contraintes de production. Et c'est cela en réalité qui est pointé aujourd'hui. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de vision globale en réalité. Quand on importe de l'huile de palme, on substitue à de l'huile de colza produite chez nous, mais en même temps, on détruit une filière de production de tourteaux de colza qui nourrit ces animaux pour l'alimentation des animaux. Donc voilà, on perd sur les deux plans. Colza, excusez-moi, je vous pose la question abruptement parce que je l'ai lu, vous allez peut-être me dire le contraire, mais dans ce colza qui aujourd'hui sert encore à faire du biodiesel, est-ce qu'il y a du colza OGM? Moi j'ai lu qu'une partie des exploitations c'était de l'OGM déguisé. Vous le confirmez ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'OGM. De toute façon, il n'y a pas d'OGM en France et il n'y a pas de colza OGM, ça c'est une certitude. D'accord. Donc vous ce soir. Par contre, ce que vient de dire le député à l'instant, c'est que si vous cassez la filière française liée au colza, vous supprimez les tourteaux et vous remplacerez les tourteaux par du soja, qui lui est OGM. Donc vous allez importer des OGM et l'Europe autorise officiellement, c'est officiel, les OGM sont autorisés à la vente en Europe, ils ne sont pas autorisés à la production, mais ils sont autorisés à la vente. Ce qui est aussi un phénomène de distorsion de concurrence. Mais vous êtes vous-même victime de ce qu'on vient de voir dans le sujet de François Goulin, c'est-à-dire des enjeux, alors il faut le pondérer, vous le disiez si bien, c'est peut-être pas 100% de la décision, mais il y a aussi dans la balance des avions, des Rafales, ça contribue à l'emploi français, puis de l'autre côté, il y a l'idée d'un deal assez classique entre un pays qui dit mais on veut bien prendre vos avions, mais nous, on a des champs d'huile, en tout cas des champs avec ces palmiers, et cette huile, il faudrait qu'on les coule. Est-ce que vous l'entendez, ça vous... Non, moi, je le ressens qu'il faut impérativement qu'on prenne un petit peu de recul. Nous, ce qui nous gêne, on a pris l'huile de palme, je dirais, comme un petit peu étendard pour montrer les distorsions, pour montrer la difficulté de l'agriculture française aujourd'hui. On a un débat, on sort des EGA, autour de l'agriculture. États généraux de l'alimentation. On nous demande de monter en gamme, on nous demande une certaine chose. On a des sommets climat tous les 6 mois maintenant où on nous dit qu'il faut faire attention à la planète. Et en même temps, parce que c'est vraiment du en même temps, on a ce phénomène-là, qui est un phénomène aussi sur d'autres produits, on pourra en parler après. On va y venir. Donc on est en train de nous dire, il faut s'occuper de la planète, il faut monter en gamme, mais on vous envahit. Donc là, ce soir, vous pointez du doigt le gouvernement, d'une manière très directe. Je pointe du doigt le gouvernement précédent aussi, parce que c'est vrai que c'est Ségolène Royal qui avait commencé. Mais vous voyez Nicolas Hulot dans ce qu'il dit au début de son ministère, où il dit je vais arrêter. Bon, les choix politiques sont clairs, mais je crois que on peut pas faire des grands sommets du climat tous les ans et dire on va avoir une agriculture qui est déjà une des plus parfaites du monde, mais encore plus parfaite, et en même temps ouvrir les frontières. Elle est parfaite, l'agriculture française. L'agriculture française. Vous n'allez pas un peu fort? Non, personne n'est parfait, mais je pense que dans le monde entier, l'agriculture française est renommée déjà par les qualités de ses produits. La France est un des pays où il y a le moins d'accidents sanitaires dans le monde aujourd'hui, si ce n'est celui où on a le moins, peut-être avec le Japon ou ce genre de pays. La diversité de l'agriculture française l'agriculture française est une des plus diversifiées au monde aujourd'hui. C'est une réalité, c'est une constatation, c'est pas une défense. Ça, si on veut la protéger, nous on est tout à fait d'accord pour monter en gamme. On l'a dit, on a travaillé avec le gouvernement et dans les EGA, il y avait une partie bioéconomie, il y avait une partie bioénergie, donc il n'y a pas que l'alimentation. Simplement, on peut pas nous dire, faites bien, faites mieux, mais on va vous envahir de produits qu'on vous interdit de produire. C'est le cas des cerises, c'est le cas des... Vous avez vu, on est déjà parti, on a quitté l'huile de palme, on va y rester encore un peu. Total. On n'a rien contre Total. Oui, non, mais en termes de thème, pas spécifiquement. Alors c'est vrai que les emplois, moi, ça m'amuse beaucoup sur les emplois parce qu'on dit il y a 250 emplois en jeu. Sauvés, oui, sauvés. Mais combien d'emplois de la filière française vont être détruits? Plusieurs milliers. D'un côté, vous avez le groupe Total qui a quand même quelques réserves, de l'autre, vous avez une filière qui est plus fragile. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi tout mettre sur la table. Antoine Lanuzel, oui, demain, qu'on va voir, normalement, on va voir la une de votre trimestriel. Comment vous regardez, vous, ce dossier? Parce que vous vous intéressez à l'écologie, aux technologies. C'est un dossier à plusieurs niveaux, finalement. C'est clairement l'écologie qui est en ligne de compte. Je pense qu'au-delà du cynisme, on en a parlé, et d'une agriculture qui aujourd'hui est non seulement mondialisée, mais aussi financiarisée. Et lisez Oui Demain pour trouver des alternatives à cette agriculture. Il y en a tous les jours partout dans le monde, en France. Sur ce cas précis, je pense qu'on atteint un paroxysme avec l'huile de palme, puisque l'huile de palme, c'est devenu un marronnier. On en parle pour la pâte à tartiner, on en parle. L'opinion est extrêmement sensibilisée à l'huile de palme, mais aujourd'hui, cette image de l'orang-outan, elle est totalement
insoutenable. C'est pour ça que cette révolte, si on peut dire, des agriculteurs sur ce sujet prend aussi dans l'opinion. On regarde sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup et c'est inacceptable pour la majorité des Français. Après, on peut aussi parler des agrocarburants. C'est l'agrocarburant le plus polluant, l'huile de palme, et si on en vient au colza, et je pense qu'on va y venir après, c'est aussi un agrocarburant qui est polluant. Moi, je ne parlerai pas de biocarburant. Non, mais je l'avais cette question parce que je vous la pose à vous, vous lancez le sujet, et vous avez bien raison, et à vous, monsieur, et à vous. Biocarburant, il est bien bio ce carburant? Parce que c'est vrai que c'est très beau comme mot. Non, il n'y a rien de bio. Je mets du biocarburant, je me dis tiens, je roule, c'est vertueux. En fait, quand on analyse ces biocarburants, il n'y a rien de bio dans tout ça. C'est fini, on a dit pendant 20 ans biocarburant, maintenant c'est agrocarburant. Agrocarburant, d'accord, donc on est descendu d'un cran. Pudiquement. D'accord, mais le vrai sujet, c'est que ces carburants agro dite première génération sont condamnés. Les paysans ne sont pas menacés que par l'huile de palme. Ils sont menacés aussi par le modèle dans lequel on les a poussés excessivement. Et ce sont des terres qui ne sont pas cultivées pour l'alimentation. De la deuxième génération, c'est-à-dire les résidus agricoles, les ligneux, effectivement, pourront permettre de produire de l'énergie moins polluante. Mais là, le bilan carbone, parce qu'on peut dénoncer effectivement le bilan carbone négatif de l'huile de palme, mais le bilan carbone des agrocarburants colza sont pas bons. Moi, je me souviens qu'il y a 25 ans, on avait les premiers bilans, on disait 1 litre de fuel, écologistes à l'époque, 1 litre de fuel pour faire 1 litre d'agrocarburant. Voilà, donc c'est pas, attention, ne pas se tromper d'ennemis. Il y a des chiffres de la Commission un chiffre et puis on tonnerre, parce que j'avais une question pour lui. Il y a des chiffres de la Commission européenne, donc 1 litre de biodiesel sur l'ensemble du processus de la chaîne, c'est 1,2 fois plus qu'un litre de diesel, et pour l'huile de palme, c'est 3 fois plus. Voilà. C'est terrible. Juste pour que ceux qui nous regardent, qui ne sont pas dans le monde agricole, vous en faites partie, vous êtes à l'intérieur et vous allez vous exprimer. Concrètement, je me souviens avoir fait une émission sur ces fameux biocarburants. À l'époque, on nous disait déjà, c'est pas des biocarburants, c'est surtout pour permettre au monde agricole d'avoir un débouché économique parce que leurs revenus avaient baissé et c'était une nouvelle filière où ils pouvaient évidemment développer et gagner leur vie. Est-ce que vous le confirmez ce soir et vous dites, ça a permis à un monde agricole de pouvoir trouver un débouché économique? Et tout ça n'a rien de bio. On peut se le dire avec du recul. Je pense que pour que les auditeurs comprennent bien, la majorité a voté une loi proposée par M. Hulot qui dit en 2040, on arrête de construire des moteurs thermiques pour faire marcher nos véhicules. Donc 2050, plus de moteurs thermiques en circulation à peu près. Voilà. On est dans cette trajectoire. Et quand la question de la pollution par les transports s'est posée, les constructeurs se sont dit comment est-ce qu'on peut réduire cette pollution. D'où cette idée d'avoir des agrocarburants, c'est-à-dire des carburants qui sont fabriqués avec des énergies, avec des produits renouvelables. Donc on dit qu'ils sont polluants aussi, d'accord. Qui sont polluants, mais qui sont renouvelables. Voilà. C'est ça la qualité. Et les agriculteurs se sont mis au service de ce projet. Ils le font jusqu'à ce qu'on trouve d'autres solutions et ils auront eu le temps d'ici là de trouver de nouveaux débouchés. C'est cela, on est dans une transition écologique et dans le mot transition écologique, il y a transition, c'est-à-dire qu'on passe d'un point A à un point B avec plein d'étapes intermédiaires. On est dans une étape où il y a encore des agrocarburants et évidemment qui n'ont pas un profil parfait. Même l'aspect renouvelable est quand même critiquable parce que c'est fait avec des machines, avec du pétrole et avec des pesticides et ça enlève. Oui, mais ça repousse tous les ans. Le pétrole, ça prend des millions d'années pour pousser. Ça c'est vrai. Olivier Degé, permettez-moi de vous faire entendre peut-être des agriculteurs que vous connaissez qui étaient devant la MED. Ils faisaient partie de ceux qui manifestaient et qui ont exprimé leur colère devant les caméras. Écoutez ce qu'ils ont à dire et puis je vais vous entendre parce que évidemment vous êtes dans les starting blocks pour nous expliquer que c'est pas si polluant que cela. On écoute les agriculteurs. L'huile de palme, c'est la symbolique de ce qui se passe dans ce pays. C'est la symbolique de dire on ne veut pas d'huile de palme dans le Nutella, par exemple, dans le chocolat, parce que c'est la déforestation. Et puis par derrière, on libère l'introduction de l'huile de palme pour faire du bioester, parce que c'est moins cher. On a vu il y a 24 heures un président de la République qui s'appelle M. Trump aux États-Unis, mais il défend son pays. Et nous en France, au lieu de faire de l'international, il faut déjà s'occuper du pays et de ses paysans. Il y a une forme de patriotisme évidemment dans ce que disent vos collègues, une forme de patriotisme économique. Après tout, nos produits sont les meilleurs que ceux qui arrivent. Mais sur cette question des biocarburants, parce que c'est de ça dont il est question, ils sont devant ces raffineries pour dire nos biocarburants sont français, ils sont faits par une filière et on ne veut pas de cette huile de palme qui nous envahit. Mediapart titrait, ce sont les pollueurs qui parlent aux pollueurs. Qu'est-ce que vous répondez ? Il y a un degré peut-être dans la pollution. Je voudrais revenir un petit peu sur
sur un peu un mot de syntaxe tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas des produits bio, mais je rappellerai que la bioéconomie, c'est l'économie de la photosynthèse. On parle pas de bio, on parle bioéconomie. Je n'ai rien contre le mot agrocarburant, mais c'est pas une question de bio, pas bio. La photosynthèse. Il y a un malentendu sur le mot. Et l'énergie, c'est de la bioéconomie issue de la photosynthèse. Voilà, rentrons pas dans la sémantique. Ah, ça a du sens quand même. Non, mais ça a du sens parce que justement, le trouble existe manifestement. Non, mais le trouble existe. C'est pour ça que j'accepte. C'est pour ça qu'on a gommé le mot bio, quoi. Ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas, et j'arrive justement au deuxième point. On est en pleine transition énergétique. On est en pleine recherche de neutralité carbone. On sait que ça va être sur un mix énergétique très large, lié notamment à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est l'eau, le sol, le soleil, et avec ça, c'est de la production d'énergie, l'alimentation en premier, mais l'alimentation est de l'énergie. Je rappellerai simplement qu'avant le pétrole, je le dis souvent, mais l'agriculture produisait l'énergie, donc c'est pas choquant. Ce qui est important, c'est qu'elle n'allait pas contre l'alimentation, et là, je vous retrouve. C'est quand même moins. Ce qui est le cas aujourd'hui, si je peux me permettre. Mais aujourd'hui, c'est moins. Non, en France, c'est moins de 2% de la surface qui va à l'énergie, donc c'est pas non plus. J'ai lu quand même qu'on avait moins de colza pour l'alimentation et qu'en même temps, on devait importer des huiles de l'extérieur. Non, ça c'est pas. C'est faux. C'est faux. D'accord. Non, mais ça, c'est la première chose. Du temps de je rentre pas dans le débat sur. Du temps de l'attraction animale, c'était un tiers de la surface qui allait à la production d'énergie. C'est vrai. Pour nourrir les animaux, on est d'accord. Mais logiquement, un tiers qui va à la production d'énergie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, après tout, c'est polluant des deux côtés? Même si la PAM, c'est quelque chose de symbolique, et il n'y a pas que ce produit-là, il faut aussi en sortir, parce que les distorsions de concurrence, elles viennent plutôt à une différence entre une volonté de monter en gamme et une ouverture des frontières sur l'ensemble des pays. Je rappellerai simplement. Nous-mêmes, on est complètement conscients que la première génération, elle n'est pas durable. Donc elle a permis de faire travailler des agriculteurs. Les agriculteurs ont investi plusieurs milliards de francs au départ et d'euros après pour développer cette filière et travaillent. C'est les mêmes groupes aujourd'hui qui travaillent sur la deuxième, troisième, quatrième génération de biocarburants, d'agrocarburants, sur les plantes ligneuses, sur un certain nombre de choses. Ce sera pas forcément les agriculteurs qui fourniront la matière première. Oui, ça sera lié à la photosynthèse, ça sera lié au sol. Oui, mais si c'est des algues... c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes groupes qui travaillent. Donc si on casse aussi ces groupes à court terme, on va aussi affaiblir l'avenir. Le potentiel de recherche et d'innovation le ministre Hulot le dit clairement, la neutralité carbone dont il parle, il ne pourra pas la faire sans une agriculture française dynamique sur le sujet. C'est capter les gaz à effet de serre, mais c'est aussi participer au mix énergétique par le biogaz, par un certain nombre de choses qui permettra. Mais pour ça, il ne faut pas affaiblir d'entrée, je dirais, en mettant des règles du jeu très compliquées et en face de nous des adversaires qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Non, mais il faut se préparer au choc. Il faut se préparer au choc. Et que fait-on? Parce qu'on parlait de la matière première pour faire des agrocarburants, des biocarburants de deuxième ou troisième génération. Donc deuxième génération, grosso modo, c'est les déchets. C'est les déchets de la forêt, c'est les déchets alimentaires, c'est les produits secondaires. La troisième génération, ce sera des algues. Les agriculteurs ne produisent pas ces deux denrées. Mais c'est les mêmes. Comment la transition peut s'opérer, sachant qu'aujourd'hui, vous le dites vous-même, une part conséquente des revenus des producteurs de colza vient du biocarburant? Encore une fois, nos agriculteurs... Allez, c'est une réponse importante, parce que c'est vrai que les algues, on ne les cultive pas. Non, mais bien sûr que c'est important. Mais les agriculteurs, le monde agricole, c'est pas que la production végétale, c'est l'ensemble de la production de la photosynthèse. Il y a la forêt aussi. Moi, je suis président de chambre d'agriculture, il y a la forêt dans ma chambre d'agriculture. C'est l'ensemble. C'est pour ça que je reviens souvent sur la bioéconomie. La bioéconomie, c'est la bioénergie, la biochimie, les biomatériaux. C'est les trois produits issus de la photosynthèse. Dans les biomatériaux, c'est du chanvre, c'est du bois, c'est de la paille. Ça, c'est le monde de demain. Moi, je vous parlais du colza. C'est-à-dire, il y a des pesticides sur ces colzas, j'imagine. Il y a des cahiers des charges comme tout, mais je peux vous dire sincèrement que l'évolution des techniques du colza depuis une vingtaine d'années, sans doute à cause d'ailleurs de la filière, parce que ça a entraîné beaucoup de recherches, font que j'étais encore ce matin avec des agriculteurs sur le terrain. On a réduit fortement, ça continue à réduire fortement. Et si vous retirez, parce que souvent les journalistes me disent oui, mais vous pourrez arrêter de faire du colza, c'est pas grave. Si on veut véritablement avoir une agriculture résiliente et moins impactante sur le climat, il faut qu'on ait un maximum de cultures, il faut qu'on ait un assolement, une succession de cultures relativement importante. Si vous limitez au fur et à mesure les cultures, vous allez avoir une ou deux cultures en France. C'est ce qui se passe au Brésil, c'est ce qui se passe en Argentine, c'est ce qui se passe en Malaisie. Vous avez le gros mot que sort tout le monde, la monoculture. La fameuse monoculture. On n'a pas cette monoculture en France, mais si on continue comme ça, on va avoir un resserrement des cultures. Éric Alauzet, une question politique, parce que là, il y a un débat technique qui est posé sur les deuxième, troisième générations. C'est le monde de demain, mais sur le plan politique, vous êtes un élu de la majorité. Est-ce que vous dites ce soir que le gouvernement, sur ces questions d'environnement, d'écologie, je ne vais pas refaire le débat sur le glyphosate dans le cadre du projet de loi qui a eu lieu, est-ce qu'il manque un peu de fermeté? Parce que c'est vrai que ça crée une forme de confusion, tous ces sujets, l'huile de palme importée, le glyphosate n'est pas dans la loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous les traitez une par une, les questions.
peut pas. Mais les Français voient les choses de manière un peu globale parfois. Le fait qu'on ait accéléré la trajectoire carbone pour donner un prix au carbone pour lutter contre le changement climatique, ça c'est un acte fort de ce gouvernement en faveur de l'écologie. Le glyphosate, évidemment, moi j'aurais souhaité qu'on l'inscrive dans la loi. Comme beaucoup d'ailleurs. Oui. Certains le souhaitaient, même le rapporteur. J'avais déposé un amendement. Mais observez quand même que beaucoup de ces questions mondialisées ne peuvent se traiter qu'à l'échelle de l'Europe. Et donc, pour vraiment que ce soit efficace, et pas juste faire des effets d'annonce, il faut que l'Union européenne avance. Et qui était en pointe sur le glyphosate? C'était la France, qui a voulu que ce soit à 3 ans. 3 ans. C'était 10 ans au départ. Grâce à l'action de la France, de Nicolas Hulot, on a obtenu 5 ans, signé 5 ans. Puis on a dit, nous on s'imposera 3 ans. Nous, ça sera 3 ans, c'est 2021. 3 ans, voilà, on l'a pas mis dans la loi. Mais, donc, c'est différent. L'huile de palme, je me dis, mais que peut faire Nicolas Hulot? Il y a 2 ans, il y a une usine qui est prévue à la construction pour sauver des emplois, avec un modèle économique. C'est écrit, j'ai retrouvé des documents. À l'époque, on parle de l'EAG2 qui viendront de France ou de l'étranger. C'est écrit comme ça. Ils ont fait leurs calculs, les gars, pour la rentabilité. Même si Total, en 2015, c'est déjà très difficile de faire venir l'huile de palme. Maintenant, on leur dit, non, interdit l'huile de palme, ils peuvent fermer. Donc ça ne servait à rien de construire une usine. Il fallait décider il y a 2 ans. Le problème, c'est qu'il y a des sujets qui sont pointés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, par les écologistes, entre autres. Dans l'indifférence la plus totale, voire le ricanement. Tout à coup, tout le monde se réveille, prend conscience, et là, du jour au lendemain, il faudrait que les décideurs politiques, et les écologistes en premier, prennent des décisions radicales. Eh ben non, il faut du temps. Ouais. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, pour la voiture, eh ben voilà, c'est 2040 la perspective. Il y a des échéances parce qu'on ne peut pas bouleverser comme ça du jour au lendemain. Alors c'est vrai qu'il y a des pressions fortes sur la santé, par exemple. Et là, on se dit, on ne peut pas attendre. Même 3 ans, même 4 ans, c'est vrai. Et on est déchiré. Et pensez bien que Nicolas Hulot, il est déchiré aussi. C'est polluant pour la biodiversité, c'est pas dangereux. Enfin, si j'ai bien lu, l'huile de palme n'est pas, en tout cas, avérée aujourd'hui dangereuse. Si vous arrêtez si je me trompe, mais elle n'est pas dangereuse sur le plan de la santé, mais elle est dangereuse évidemment pour les forêts qui disparaissent. Sur le plan de la santé, c'est pas les meilleures graisses qui puissent exister. C'est pas les meilleures graisses. Antoine Hertz, écoutez la question qui a été posée, parce que j'aimerais que vous m'aidiez à décrypter tout ça, parce qu'il y a des questions comme ça qui sont posées directement. C'est votre président de groupe qui l'a posé, Christian Jacob, et c'est le Premier ministre qui a répondu. Puis il y a eu cet échange, on va le voir. Christian Jacob n'est pas mon président de groupe. Il l'était, autant pour moi, parce que votre président de groupe n'est plus Christian Jacob. Vous voyez, comme quoi vous êtes toujours chez les Républicains. Non, je suis vous êtes agir, voilà. Absolument, c'est comme ça. Indépendant. Et indépendant. Surtout indépendant. Écoutez cette question et on va essayer de décrypter ensemble ce que ces 2 hommes, votre ancien président Christian Jacob et le Premier ministre, ont voulu dire sans le dire. Écoutez. Avons-nous besoin d'handicaper gravement notre agriculture et de nuire à notre souveraineté alimentaire? Évidemment non. C'est pourtant ce que votre gouvernement s'apprête à faire en augmentant de 300 000 tonnes l'autorisation d'importer de l'huile de palme. Vous allez imposer une concurrence totalement déloyale aux agriculteurs producteurs de colza. Votre gouvernement, décidément, Monsieur le Premier ministre, c'est toujours plus de normes, plus de contraintes pour les producteurs français sur le plan écologique, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus de CO2, plus de déforestation en Asie ou en Amérique du Sud. Alors, Monsieur le Premier ministre, en toute transparence, devant la représentation nationale, pouvez-vous nous dire ce qui se cache réellement derrière ce scandale de l'huile de palme? Vous avez raison, le recours à ce produit est à bien des égards insatisfaisant sur le plan environnemental. Vous le savez, nous le savons. Vous savez aussi d'ailleurs qui sont les plus grands importateurs d'huile de palme en France, Monsieur le Président. Vous le savez. Non mais vous le savez. Vous le savez, Monsieur le Président. Vous le savez. Moi aussi. Nous le savons. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir, Monsieur le Président, une législation européenne qui progressivement réduira ce que l'on appelle la déforestation importée. Le ministre d'État, ministre en charge des transitions, l'a clairement exprimé. Mais ce sera aussi, à chaque fois que nous le devons, de tenir les engagements qui ont été pris. Nous faisons en sorte que l'ouverture des marchés soit respectueuse des intérêts de l'ensemble des filières agricoles. Alors, je le sais, tu le sais, nous le savons, ils le savent. Mais qui est le plus gros importateur d'huile de palme, vous le savez? Je le sais, mais bien sûr, c'est Sophie Protéol ou le groupe Avril. Mais je voudrais quand même dont le PDG était l'ancien président de la FNSEA. Donc je vais me permettre de rappeler 2 choses. Ils importent 10% dans leur production pour une raison économique.
essentiellement économique, parce qu'il faut faire baisser les prix de revient, parce que la concurrence est là. On parle de Total, mais c'est contradictoire, permettez-moi. 1 million de tonnes. Vos collègues sont devant les raffineries, mais en même temps, l'entreprise française fait baisser les prix de l'huile de palme. Attendez, je termine, vous allez voir que c'est pas contradictoire, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est importé aujourd'hui de Malaisie en termes de carburant ou d'Argentine en matière de carburant à base de soja, qui déjà sont en concurrence. Donc quand vous êtes un marché en concurrence, il faut baisser les prix si vous voulez. Avril a demandé par son président. Avril, c'est Sophie Protéol, rebaptisée dont vous avez évoqué le nom, il y a 3 ans, au niveau européen, l'interdiction de l'huile de palme. Parce que c'est le premier groupe qui serait intéressé par l'interdiction de l'huile de palme en Europe, c'est Avril. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et pourtant, il en importe. Le problème, c'est qu'il en a... Oui, mais il en a besoin parce que sinon, économiquement, il ferme ses usines. C'est terrible ce que vous dites. Hein. Et oui, c'est terrible. Mais c'est un peu comme les rafales du début de l'émission. C'est la réelle politique. C'est-à-dire qu'il faut se dire que si on met tout le monde sur la même règle du jeu, c'est plus facile. Et ensuite, chacun se défend ou développe comme il veut. Chacun son tour. Pour essayer que les Français comprennent, Sophie Protéol, c'est une multinationale de l'agro-industrie. Non, c'est une coopérative agricole, c'est un groupe agricole coopératif qui est détenu à 100% par les producteurs. Chiffre d'affaires 8 milliards, c'est voilà. C'est comme une coopérative agricole, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de fonds financiers derrière. Ça a été monté par les agriculteurs qui ont investi les milliards dont je vous ai parlé depuis 20-25 ans, joue en partie contre qui est devenu multinationale. Absolument pas. Non, pas du tout. Non, mais excusez-moi. Pas du tout, parce qu'elle produit aujourd'hui entre 1,6 million et 1,8 million de tonnes par an. Elle apporte 10%, mais tout le reste qu'elle utilise, c'est la production des agriculteurs. Oui, mais elle apporte quand même le... Oui, mais si elle n'importe pas, elle ferme les usines. Le produit concurrentiel. Antoine Hertz. Elle ferme les usines. Excusez-moi, si parce elle ne peut pas baisser le tarif, elle ferme les usines. Elle demande le retrait. Donc elle en a besoin de l'huile de palme. Tant que Total peut faire des usines... Mais elle demande son interdiction. Elle demande son interdiction. C'est ça. Donc c'est là où les Français, à mon avis, ce soir, ne comprennent plus là. Juste, Antoine Hertz, ce jeu un peu comme ça de complicité, parce que ces deux hommes se connaissent, Christian Jacob et Édouard Philippe. Je sais, tu sais, nous savons, mais ils ne le disent pas. Pourquoi cette gêne à ne pas dire que c'est une société française qui s'appelle donc Avril aujourd'hui et qui importe, au risque d'ailleurs de contredire les revendications du monde agricole qui lui-même se trouve devant les raffineries pour contester ces importations. Excusez-moi, c'est quand même compliqué à comprendre. Vous savez, quand on est entreprise française agricole coopérative qui joue contre son monde agricole qui manifeste devant la raffinerie. Juste pour essayer d'y voir clair, comment ça marche là ? Dans l'hémicycle, on est souvent dans le jeu politicien, ça ne vous surprendra pas. Non. On n'est pas forcément dans la pédagogie. La pédagogie voudrait qu'on dise que Avril, Sophie Protéol anciennement, en fait, est en avance sur son temps, parce que ce qu'on a écrit dans la loi équilibre agricole et alimentaire, en demandant aux filières de mieux s'organiser, la filière Colza a commencé à le faire il y a 20 ans. D'accord. En disant, on se prend en main, on a une filière à gérer, on va transformer notre produit, on va faire de l'huile pour faire des beignets dans la cuisine, et puis on va aussi développer une filière non alimentaire pour valoriser... Qui s'est développée. Et qui s'est développée, et tant mieux pour l'agriculture. Mais ça ne répond pas à ma question. Deuxième sujet, et ça a été dit par mon voisin, et ça a été dit par les autres interlocuteurs autour de la table, on a toujours intérêt à jouer européen. On a toujours l'Europe n'a pas tranché sur les huiles de palme. Tranché. Le Parlement a dit non. C'est important que l'Europe tranche parce que c'est notre premier marché. D'accord. C'est là que nous habitons. C'est avec nos partenaires européens que nous commerçons essentiellement. D'accord. Et donc il faut des règles européennes. À chaque fois qu'on peut avoir des règles européennes, eh bien la France est gagnante. C'est le cas sur l'huile de palme. C'est le cas sur le glyphosate. C'est pour ça que j'étais contre l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi française parce que c'est une compétence européenne. On n'a pas intérêt à créer des distorsions sur lesquelles les lobbies sont très présents. Supplémentaires. Je sais que le débat est très touchy, comme on dit. Tendu, allez. Mais quand on croit en l'Europe, eh bien, il faut jouer la carte de l'Europe à fond. C'est ce que je fais. J'espère que vous le ferez aussi. Éric Alauzet, je vous repose la question parce que vous-même, observateur, citoyen, élu, député, vous comprenez la position de cette multinationale qui n'est pas citée dans l'hémicycle. Il faut lever un tout petit peu un coin de voile pour découvrir que c'est une multinationale coopérative française qui joue contre son monde agricole, qui lui-même, le même jour, quasiment, était devant les raffineries pour dénoncer l'huile de palme. Si je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde est enchaîné, empêtré dans la même logique. Moi, je rêverais, mais je vais rêver, simplement. Je ne devrais pas en tant qu'élu, mais quand même un peu, qu'on accepte nous tous. Parce qu'on parle des paysans, on va parler de Total, mais on parle peut-être des citoyens aussi.
des actes de consommation des citoyens, de leur façon d'habiter, de leur façon de manger, de leur façon de s'informer. Et malheureusement, beaucoup de nos concitoyens vont toujours au plus bas prix. Tout le monde va au plus bas prix. Et bien, il faut assumer que quand on va au plus bas prix, eh bien, on n'a pas la qualité. Donc on demande aux paysans, et c'est bien, et tant mieux, et beaucoup jouent le jeu, et je pense que ça fait évoluer la société de monter en gamme, mais il faut aussi que les citoyens montent en gamme. Il faut qu'on monte tous en gamme, et que les intermédiaires montent en gamme. Donc en pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que je rêve un peu. Les citoyens sont en train de monter en gamme au niveau alimentaire. Il y a une évolution. L'essor du bio avec des croissances. Je vous ai vu choquer tout à l'heure, Sophie Protéol, vous connaissiez bien sûr cette société, elle est connue. Ça vous surprend comme ça, cette espèce de grand écart entre un monde agricole sur le terrain qui hurle? On pousse quand même la logique tordue à un point auquel on n'a presque pas... Enfin, je veux dire, le fait de jouer contre des gens qui sont censés être la base de cette société, qui sont donc les agriculteurs, parce que c'est une coopérative, et en même temps, en disant qu'on les défend, il y a comme un petit hic sur la ligne. Enfin bon, ça, on en conviendra, quoi. Je veux dire, c'est pas... Vous en convenez quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut être surprenant. Non, parce que si ils le font pas par plaisir. Sinon, oui, on a compris que c'était pour équilibrer les comptes, mais bon. Moi, je vais monter en gamme. J'oserais dire. Vous montez en gamme. Aussi que le gouvernement monte en gamme au niveau réel politique. Vous dites que le Parlement européen demandait le retrait de l'huile de palme. Oui. Le Parlement en janvier. Les États aujourd'hui et la France jusqu'à présent refusent la volonté du Parlement. L'Espagne, les Pays-Bas, la France. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que mais ça, c'est la faute de Sophie Protéol. Suivons les parlementaires européens. C'est de la faute de Sophie Protéol qui pousse en disant mais surtout n'interdisez pas l'huile de palme. Au contraire, Sophie Protéol a demandé au Parlement européen il y a 3 ans l'interdiction de l'huile de palme. Ça arrive. Donc vous militez ce soir sur ce plateau pour dire qu'il faut interdire l'huile de palme européenne dans un délai qu'il faut au niveau industriel et tout. Évidemment, on parle de 2021 pour le Parlement, mais aujourd'hui, dans les trilogues, de ce qu'on appelle les trilogues européens, encore aujourd'hui, je peux vous le dire, les États vont à l'encontre du Parlement européen sur cette interdiction. Mais dont la France, il faut le redire. Quand on dit qu'il faut monter en gamme, je veux bien, mais après, il faut monter en gamme aussi dans les discours et les actes. Du Nutella sans huile de palme, c'est ce qui nous guette. Je me permets de le dire devant vous, qui êtes plus habilité que moi à parler des paysans, mais quand même, ne leurrons pas nos paysans. On a été extrêmement zélés sur les les biocarburants, puisque l'Europe nous imposait une incorporation, notamment dans l'essence, à 5,75%. Nous, on a fait on est allé très loin, parce qu'il fallait effectivement donner des possibilités, des débouchés à nos paysans pour leurs produits. Oui, ça revient à ma question. Donc on s'est engagé un peu plus que les autres. C'est pas de l'écologie, c'est de l'économie. Donc du coup, comme c'est une filière, vous l'avez compris, qui aura ses limites, qui se terminera, ils sont plus fragiles que les autres. Et donc la principale concurrence aujourd'hui des paysans, c'est pas ça l'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est l'huile de palme, mais demain et très bientôt, 2020-2021, c'est les agrocarburants de 2e génération et de 3e génération qui, même s'ils créent de l'emploi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne créeront pas forcément de l'emploi dans l'agriculture, mais dans la sylviculture ou dans les activités de la mer. Voilà, donc attention, on est en train de traiter le problème d'urgence. Moi je comprends, il y a un problème d'urgence, de survie immédiate, et puis on regarde ses comptes à la fin de l'année. Mais dans 3-4 ans, c'est plus l'huile de palme qui sera en concurrence. Ce sera les agrocarburants de 2e, 3e génération. Mais excusez-moi, avant de voir la question posée sur les cerises, parce que les agriculteurs tout à l'heure parlaient de la concurrence, d'une forme de protectionnisme, aussi une volonté de protéger la qualité de nos produits. On va en parler évidemment. Comment vous regardez ce débat finalement qui est un peu loin du monde agricole, de la terre, des vers de terre? On est un peu dans du débat agro-industriel, on est dans des multinationales. C'est assez troublant, non? Vous n'êtes pas, ça vous surprend pas? Ou vous dites oui demain, après tout c'est comme ça, l'agriculture c'est devenu aussi une forme d'industrie, d'une technologie? On est totalement déconnecté des réalités, à commencer par le fait qu'il faille utiliser c'est là le point sur lequel moi j'insisterai, c'est le fait d'utiliser de la terre qui normalement sert à fabriquer de la nourriture pour faire du carburant. C'est quand même pas sa vocation originelle, si je puis me permettre. Réponse. Et ça, je ne vais pas faire du bon sens. Est-ce qu'on continue comme ça ou on change de monde? Je vais donner une réponse qui, à mon avis, vous satisfera. Mais juste pour... Attendez, terminez, allez-y, terminez. Si on prend aujourd'hui, il y a des crises alimentaires qui surviennent. En 2008, il y a eu des crises alimentaires, notamment au Mexique. C'était en premier lieu, ou en tout cas, parmi les raisons principales, liées à l'essor des biocarburants dans ces régions-là. Donc on a des impacts. Alors on les a pas en France aujourd'hui, parce que c'est peut-être un peu plus régulé. Ils prennent beaucoup de terre. Effectivement. Mais au niveau mondial, le fait d'utiliser de la terre cultivable pour des agrocarburants, ça peut être dévastateur. Votre réponse, est-ce que c'est la fin aussi des biocarburants? Excusez-moi d'être un peu abrupt, est-ce que vous dites il faut passer à autre chose?
les technologies feront que le mix énergétique évoluera aussi. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Bien sûr. La première chose, c'est que, heureusement qu'il y a des quotas au niveau européen et que je vous dis, nous, moins de 2% de la surface, et c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on importe de pays qui ont des problèmes d'alimentation parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin. On revient au problème. Le deuxième chose, c'est qu'il faut toujours parler ensemble de la transition énergétique et de la transition climatique. Pour le climat, il faut, les 4 pour 1000 de Monsieur Le Foll, il faut augmenter la matière organique des sols, il faut produire plus de biomasse, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des sols couverts, sans doute toute l'année. Parce qu'il faut capter plus de gaz à effet de serre, c'est là où Monsieur Hulot dit grâce à l'agriculture, on va arriver à la neutralité carbone et ainsi de suite. Et là-dessus, il a raison. Mais justement, toute cette biomasse qu'on utilisait dans le temps quand il n'y avait pas le pétrole pour nourrir les animaux, les 30% d'une production d'une exploitation au 19e siècle. Toute cette biomasse, elle est aujourd'hui potentiellement utilisable pour faire de l'énergie, du gaz, de l'énergie, des matériaux, de la chimie. On en est loin encore, ça ne marche pas encore comme ça. Sans aller... on n'en est pas loin, mais c'est pas... Sans aller à l'encontre de l'alimentation si on le fait intelligemment. Parce que, évidemment, il ne faut pas aller à l'encontre de l'alimentation. Donc c'est ce double défi de l'agriculture qui est de capter, qui est de produire pour aussi la transition énergétique. Donc vous êtes en train d'évoluer à la FNSEA, c'est ce que vous nous dites. On a toujours évolué. Moi, je sais pas. Oui, vous êtes un homme en évolution. L'homme est en évolution. Non, mais voilà, c'est évidemment qu'on évolue. Il n'y a pas un secteur qui n'évolue. Un tout dernier mot, parce qu'on a une sentinelle et je voudrais vous faire entendre la question au gouvernement. Du fait que les agrocarburants émettent plus de carbone que le gasoil, on peut aussi se poser simplement la question de l'intérêt de cette première génération. Il faut l'arrêter. Son intérêt même. Alors vous allez... Les études, quoi. On ne doit pas avoir les mêmes études. Mais c'est les dernières. Moi, c'est ce que j'ai lu aussi, si je peux me permettre. C'est les toutes dernières études européennes. Ouais. Quand on est du champ à la pompe, c'est vrai que c'est polluant. C'est 1,2 fois plus émetteur en... Et en même temps, c'est un débouché économique pour le monde agricole. Eric, excusez-moi, allez-y, exprimez-vous, parce que sinon vous allez... Et en plus, vous êtes dans la lumière, Eric, ça nous fait excessivement plaisir. Vous voyez comme quoi, parce qu'Eric vient souvent dans notre émission, mais il est parfois dans l'obscurité. Et là, ce soir, il est dans la lumière. Allez-y, posez votre question, Eric. Bon, un ou deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qui me gêne un peu dans toute l'émission, c'est les non-dits qui viennent doucement. C'est-à-dire, au total, on l'a eu tout de suite. Puis après, on a eu le groupe Avril, doucement. On n'a pas eu Dassault. Il y avait une excellente émission hier entre Dassault, les liens entre Dassault et l'État sur Arte. C'est formidablement intéressant. On voyait comment l'État français jouait la politique de Dassault. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être difficile d'être homme politique quand on voit d'un côté Total, de l'autre Dassault, avec les Rafales, et en troisième, le groupe Avril. Vous avez levé un petit peu le problème. Le groupe Avril, c'est M. Belin, qui n'est plus là, ancien président de la FNSEA. C'est aussi M. Jacob, qu'on a vu, puisque M. Jacob était, pas du groupe Avril, mais ancien président de la FNSEA. Donc on voit des luttes d'influence. Je pense que ça doit être dur de choisir. Mais moi, ma question, elle était un petit peu à côté. Ma question, elle porte sur un aspect qui a été abordé, la question de nourrir, de comment nourrir. Là, on a des grands. Le groupe Avril, c'est pas un petit groupe. Quand on nous dit des paysans qui investissent des milliards, il n'y en a pas des 100 et des 1000. Donc on est dans des grandes exploitations, des grands terrains, et puis c'est de la guerre, vous l'avez dit, c'est de l'industrie, c'est plus de l'agriculture. Alors, quel est le sort, le quid des agriculteurs, des autres agriculteurs, que ce soit les petits agriculteurs dans les pays du Sud qui perdent leur terrain parce que à la place on va construire des usines pour faire de l'huile de palme, ou on va construire des terrains gigantesques. Les petits agriculteurs chez nous aussi qui ne peuvent plus s'installer parce que les terrains vont coûter trop cher pour ce type d'industrie. Quel est le sort de ces agriculteurs? La réforme de la PAC, la réforme de la PAC en 98, c'était produire mieux pour nourrir les hommes. Là, j'ai l'impression que c'est pour nourrir les voitures. Et nourrir les voitures, je sais pas, c'est peut-être pas l'avenir de l'humanité. Oui, les citoyens posent des questions très intéressantes, et en plus, quand ils sont bien éclairés, c'est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Alauzet? Parce que c'est le débat qu'on a posé tout à l'heure. Manger ou conduire, c'est-à-dire que la bataille qui est menée par la FNSEA pour maintenir cette filière colza, rappelons-le, qui sert à faire des agrocarburants, est-ce que vous dites on tourne la page et on avance vers autre chose, c'est-à-dire on renourrit les Français avec les produits de la terre? Manger ou conduire au niveau planétaire, oui. Comme le disait le représentant de la FNSEA, ce n'est pas le même pourcentage dans tous les pays. Bien sûr. Historiquement, il y a toujours eu dans notre pays, en France, une partie de la production agricole qui était à visée motrice. Quand on n'avait pas les tracteurs, on avait des chevaux. On l'a évoqué, on nourrissait les chevaux. Et donc, on produisait de l'avoine, on cultivait de l'avoine pour nourrir les chevaux. Donc, il y avait une partie des terres agricoles qui avait une vocation énergétique.
Donc voilà, c'est une question de proportion. Si on ne dépasse pas, je ne sais pas où le proportion. Mais est-ce que là, on va trop loin, Éric Pas en Alauzet. France. Globalement, oui, dans le monde, oui. Mais là, tout va bien en France. En France, on non. reste... Non, mais par contre, la critique des agrocarburants reste légitime, pas pour les raisons que vous indiquez, pour des raisons de bilan carbone qui n'est pas bon. Le fameux Et bilan on carbone. sait qu'on va en sortir, on le sait. Voilà, c'est une question de quelques années, on va sortir Et c'est aussi de une ces transition agrocarburants économique de pour une première filière génération. agricole, parce qu'évidemment, elle en vit pour certains qui représentent 70% de leurs revenus. Vous allez vous exprimer, regardez cette question au gouvernement, vous allez voir, on va passer de l'huile de palme à un produit beaucoup plus sympathique, ce sont les cerises. Oh, qu'elles sont bonnes, les bonnes cerises de Vaucluse. Écoutez la question de ce député de la majorité qui s'est exprimé sur ces cerises du Vaucluse. Vous allez l'entendre concurrencé notamment par les cerises turques, qui coûtent moins cher sur les étalages. Et cette question, vous allez le voir, parce que c'est important de vous expliquer les images, a provoqué un incident de séance. Le groupe Les Républicains, à cet instant, a décidé de quitter l'hémicycle parce que l'autre député de Vaucluse n'était pas dans l'hémicycle pour entendre la question. Écoutez et regardez la réponse très intéressante du ministre. J'aurais aimé y associer mon collègue Julien Aubert, absent ce jour car trop occupé à de futures échéances électorales pour se soucier de ce problème. Monsieur le ministre, le 5 mai dernier, un arrêté pris par le gouvernement a autorisé les importations de cerises en provenance de Turquie. Il y a 2 ans, dans un souci de santé publique, la France interdisait le diméthoate pour nos producteurs de cerises, ne lui autorisant en retour que 4 produits bien plus chers et surtout bien moins efficaces. Le 5 mai dernier, en autorisant des importations de cerises turques sur le territoire national, vous avez autorisé l'importation d'un produit ne remplissant pas les conditions de la clause de sauvegarde. Nos producteurs sont en colère et se découragent face à une libéralisation des échanges qu'ils subissent. Alors, monsieur le ministre, je souhaite savoir ce que vous comptez enfin faire pour protéger de toute urgence notre économie agricole et la santé des consommateurs français. Je vous remercie. Monsieur Aubert étant revenu, je peux donc répondre à votre question, monsieur le député. Et donc, cette clause de sauvegarde avait été prise par la France en raison des risques aigus mis en évidence par l'ANSES chez les enfants. Et cette année, la Turquie a été autorisée à exporter de nouveau des cerises vers la France. Pourquoi ? Parce que l'utilisation du diméthoate n'est plus autorisée en Turquie sur le cerisier. Aucune cerise, je le dis bien, aucune cerise traitée au diméthoate ne franchira la frontière nationale. Je vous le dis et je vous l'affirme. Éric Alauzet, question simple, je vais vous entendre tous les 4, mais je ne vais pas revenir sur les tensions qui ont eu entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert sur un certain nombre de sujets. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du ministre de l'Agriculture ? Parce que la question posée, au-delà de l'impertinence de ce député, c'était quand même de s'intéresser à la situation des agriculteurs, de ceux qui cultivent et qui ramassent ces cerises. Et en fait, il ne répond que sur la partie, je dirais, technique, scientifique, réglementaire. Oui. Ça vous choque ? Non, mais c'est le même problème que tous les autres. Donc il ne va pas assez loin, reconnaissez-le. Bien sûr, mais voilà, bon, moi quand je vais acheter des cerises, j'achète des fruits de saison qui viennent du territoire. Regardez l'étiquette, vous dites... je demande, toujours, oui. Voilà, donc les gens regardent de plus en plus. D'ailleurs, ils les scannent, les étiquettes, ils regardent ce qu'il y a dedans, les provenances. Balayons tous devant notre porte. Je pense que le défi alimentaire dans les 10 ans qui viennent, c'est ce qui va fédérer. C'est ce qui va fédérer la société autour de cette idée de la qualité, de l'occupation de nos territoires, de l'aménagement du territoire, du travail des paysans, des revenus. C'est un formidable défi. Puis l'alimentation, c'est un besoin primaire. Il faut respirer, boire et manger, c'est la base. Antoine Herz, qu'est-ce que vous en pensez de ces cerises turques hors Union européenne qui viennent inonder le marché ? Moi, je me suis laissé dire que les consommateurs étaient matures, mais que certains regardaient d'abord leur porte-monnaie et que quand la cerise coûte 40% moins cher, ils sont plutôt tentés de prendre celle qui vient de Turquie, non ? Probablement, le facteur prix d'achat reste la motivation première des consommateurs. Mais c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on a des applis sur nos smartphones pour scanner l'étiquette et pour savoir ce qui se passe derrière le produit qu'on va acheter. Une connaissance de l'agriculture qui se développe. Parce que c'est vraiment dans la transition vers les modèles plus soutenables, il y a en premier lieu l'agriculture parce que c'est forcément ce qui touche notre quotidien. C'est dans le frigo, c'est dans la bouche des enfants, c'est extrêmement important. Et je pense que cette appétence à regarder les étiquette va pas tarir, et bien au contraire. Mais vous êtes agriculteur, la souffrance de ceux qui sont aujourd'hui dans le Vaucluse, dont parlait, puisqu'il était le porte-voix de ces personnes qui sont dans leur cerisier, c'est un métier difficile, et il faut une maturité du fruit, qui voit des concurrents qui cassent les prix, enfin c'est terrible, et pourtant c'est le marché libre que vous soutenez.
c'est le marché qui, à mon avis, est trop ouvert, justement, en particulier vis-à-vis des pays tiers de l'Union européenne. Moi, je regrette que l'Union européenne n'ait pas gardé un certain nombre de règles de protection de nos frontières, ne serait-ce que pour laisser le temps à une filière comme celle de la cerise de trouver des solutions alternatives qui soient écologiquement supportables pour protéger leur production avec des produits du biocontrôle, avec une reconversion à l'agriculture biologique. Ça prend du temps, parfois ça nécessite de la recherche, ce sont des délais, et pendant ce temps-là, je crois qu'il faut pouvoir protéger des filières comme la cerise française. Malheureusement, on n'en a pas la possibilité. Ça remet, je veux dire, sur la table la question de quelle Europe voulons-nous, quelle réglementation commune sommes-nous prêts à évoluer? Est-ce qu'on ferme nos portes ou pas? Enfin, excusez-moi. Ça pointe une de nos contradictions quand même. Oui. Alors le problème, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas les mêmes qui bénéficient des importations et des exportations. Certains ont intérêt à ce qu'on ferme les frontières parce qu'ils sont menacés par les importations, et d'autres, y compris dans le milieu agricole, ont des marchés qui sont principalement à l'export. Bien sûr. Donc on n'est pas toujours conséquent parce qu'on dit on va se protéger, mais si les autres font pareil vis-à-vis de nous, nos produits ne sont pas pareils. C'est le cas du colza d'ailleurs qui est aussi à l'export. Enfin, on exporte du colza aussi. Mais dans quel état d'esprit vous êtes ce soir Je vous rappelle, chers collègues, que par exemple le Comté, qui est une très belle aventure économique, qui s'exporte, mais la Montbéliarde aussi, elle fonctionne sur une forme de protection qui est l'AOP, voilà, qui est une garantie juridique qui empêche toute concurrence déloyale. Mais c'est cela que je revendique. C'est cela que je revendique plus largement pour nos agriculteurs. La Montbéliarde aussi de mon territoire, on aime à l'exporter, elle s'exporte très bien. La Montbéliarde, c'est une laitière. Une laitière, c'est bien ça. Non, mais je voulais qu'on soit précis. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il y a quand même un débat qui était soulevé tout à l'heure devant les raffineries par vos collègues, qui eux vont jusqu'à dire il faut un retour, une forme de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser entrer des produits qui n'ont pas la même qualité, qui n'ont pas été cultivés de la même manière, avec une main-d'œuvre parfois très bon marché. Comment vous luttez contre ces... Justement, le cœur du sujet, il est là. On sait très bien que le porte-monnaie est quand même ce qui fait fonctionner. Voilà, c'est comme ça. On n'a jamais demandé la fermeture des frontières. En tout cas, FNSEA n'a jamais demandé. Peut-être certains autres syndicats, mais en tout cas pas la FNSEA. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir être sur des mêmes cahiers des charges, des mêmes normes. Nous, on est tout à fait d'accord. Et mais là, c'est on a beaucoup participé aux EGA, on a notre contrat de solution sur un certain nombre de sujets, on compte beaucoup sur les nouvelles technologies, parce que c'est aussi une chance pour la... C'est la Turquie, je leur dis, hors Union européenne, vous faites comment là? Oui, mais justement, on sait aussi qu'on ne sera jamais aussi compétitif, aussi bien par rapport au cahier des charges, aussi bien par rapport au niveau social, bien sûr, aussi bien à ce niveau-là. Donc, on peut pas... Il y a un moment donné, il faut être un petit peu réaliste, je le disais tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi la conclusion? Je ne suis pas un pro-OGM, on ne peut pas produire d'OGM en Europe, on a le droit de le consommer. Pour moi, c'est des choses un peu bizarres. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on accepte des produits OGM il faudrait que les règles du commerce extérieur, peut-être dans les deux sens, je ne sais pas, parce qu'il faut aussi exporter, respectent les règles de production. Aujourd'hui, dans le Mercosur, si jamais le Mercosur est signé, on n'a pas d'antibiotiques, on n'a pas un certain nombre de... Le glyphosate dont on parlait tout à l'heure, en France, c'est 1 litre, 1,5 litre par quand on l'utilise. Les volumes sont supérieurs, c'est vrai. Allez, une fois sur 10% de ma surface, et encore pas tous les ans. Au Brésil, ils sont entre 12 et 15 litres hectare. Et dans le Mercosur, quand vous importez du soja et des tourteaux de soja, c'est ça c'est la réalité. Et ce que nous on demande, on dit ok, on est capable de monter en gamme. L'agriculture française a toujours été plutôt haut de gamme, par des AOP ou autre chose, mais on peut pas mettre des AOP partout. Mais par contre, au moins, le consommateur, les grandes surfaces qui jouent un rôle un peu très ambigu. On revient aux états généraux de l'alimentation. Non, mais c'est vrai. Quand Michel-Édouard Leclerc c'est elle qui vont acheter les cerises turques, monsieur. Non, mais quand vous avez Michel-Édouard Leclerc qui dit moi je veux du bio au prix du conventionnel, il a cassé la filière bio de France. Il va le trouver, hein. Il va le trouver dans les pays de l'Est, il va le trouver en Amérique du Sud, il va le trouver. Mais on n'aura pas réussi ce que l'on voulait. Donc c'est là où, voilà, je m'adresse aux politiques, mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas fermer les frontières, c'est dire si vous voulez vendre chez nous, eh ben, il va falloir vous respecter. On va regarder la qualité de vos produits. Après, s'ils sont meilleurs que nous et plus débat posé sur le bœuf, sur la viande canadienne, puisque le CETA avait été posé, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat sur la mondialisation de l'alimentation, le fait que tous ces produits circulent, qui n'ont pas les mêmes normes.
C'est quoi le monde de demain? On peut le voir en creux, le débat sur la mondialisation. En creux, c'est les solutions. Et les solutions, aujourd'hui, elles sont locales et il n'y a pas besoin d'attendre la loi pour les mettre en place. Aujourd'hui, il y a des collectivités qui décident, certaines, de plus en plus, par exemple, que une partie de ce qui va être servi à la cantine scolaire est issue des champs, qui parfois même sont en régie municipale et sont avec des aides pour les agriculteurs. La ville de Nîmes, par exemple, qui a pris... Par exemple, il y a Mouansartou, qui est une petite commune du sud de la France, qui fait ça depuis des années, très efficacement, ça fonctionne, on sait que ça marche. Donc, je dirais, n'attendons pas la loi, n'attendons pas d'avoir réglé les débats, les luttes intestines qui dépendent en grande partie de l'agro-business et qui, de toute façon, ne seront jamais réglées s'il faut les régler par ce bout-là. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés. Le sujet n'est pas clos parce que vous sortez du ministère. Vous ne nous avez rien dit d'ailleurs parce qu'il ne s'est pas dit grand-chose, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est un débat européen. C'est une question évidemment qu'on suivra de très près dans Ça vous regarde. Oui, demain, je le montre avec on appelle ça un portfolio avec de très très belles photos. Voilà, donc ça ne traite pas que de l'innovation et de l'environnement, mais aussi de très belles images. Jetez-vous dans Oui, demain, trimestriel numéro 22. Antoine Lanuzel, merci d'être rédacteur en chef de ce trimestriel. Merci à Antoine Hertz, vous êtes député Agir, UDI et indépendant, vous y tenez beaucoup du Bas-Rhin. Merci Olivier Degé pour la FNSEA et président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Et merci Éric Alauzet, vous êtes député de la République En Marche du Doubs. Merci à vous quatre. Demain, on s'intéresse à un sujet alors plus social parce que ces mots, cette petite vidéo du président Macron sur notre modèle social qui coûte très cher. Et puis demain, les retraités sont dans la rue et on va en parler demain soir dans Ça vous regarde. Bonne soirée et merci pour votre fidélité.